concrètement, comment on s'y prend pour contrôler le matériel? Eh bien, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est d'abord avoir le réflexe de regarder la notice qu'on a glissée dans notre répertoire. Pourquoi cette notice est importante? Parce qu'elle donne plein de recommandations dans la façon dont on va pouvoir contrôler cette EPI et comment on va devoir l'utiliser. Il y a ici, par exemple, des indications sur l'usure, les brûlures, les coupures, avec des photos. Donc on a déjà des informations sur la notice pour chaque EPI. Donc le premier réflexe, c'est ça. Après, dans le contrôle, il y a un contrôle visuel qui est fait sur l'EPI, qui est le premier en fait. On voit une anomalie tout de suite sur l'EPI, qui peut être doublé d'un contrôle tactile pour savoir à l'intérieur d'une corde, par exemple, s'il y a une dégradation. Ben, allez, on y va, on prend un baudrier et puis on regarde en gros comment on peut le contrôler. Alors voilà. Visuellement, c'est ça? Oui, visuellement. Et puis aussi de façon tactile. Tout à fait. Alors, c'est deux méthodes de contrôle. Tout à fait. Voilà. Et qui se complètent. Alors visuellement, en fait, le baudrier, dès qu'il a une anomalie, on va avoir des éléments qui vont être déchirés sur le baudrier. Alors on peut avoir en particulier cette petite sangle de centrage qu'on évoquait tout à l'heure, parce que l'encordement a été opéré de façon non réglementaire, et du coup ça s'est déchiré, et on va avoir une corde qui sera plus possiblement centrée sur le pont d'encordement inférieur. On va prioritairement regarder sur le baudrier, visuellement, l'état des ponts d'encordement et du pontet de rappel. C'est vraiment le cœur névralgique du baudrier. Et après, derrière, on va commencer à regarder en périphérie, mais c'est moins grave. Des mousses qui sont un petit peu abîmées, c'est pas grave. En revanche, la sangle de maintien qui est dégradée, là c'est grave. Ok? Voilà sur le baudrier. D'accord. Une sangle effilochée, à cet endroit-là, je mets au rebut quand même. Alors, oui, si elle part, si elle se dissocie, c'est un élément de dégradation de la sangle de maintien, il faut la mettre au rebut. C'est particulièrement visible sur les baudriers canyon, parce qu'on a beaucoup de zones de frottement, contrairement à l'escalade, et on a des dégradations sur les sangles, sur la ceinture comme sur le siège, qui est tout de suite très apparent, c'est tout de suite le rebut. D'accord. Bon, allez, je sais pas, mousqueton. La corde peut-être? Oui, la corde. Alors la corde, alors sur l'usure mécanique, on a deux types d'usure mécanique. Soit on a une gaine. Alors on sait tous qu'il y a une âme qui est protégée par la gaine. Sur l'usure mécanique, on peut avoir une corde qui a subi des vols répétés et qui est devenue, alors qu'elle n'avait plus d'élasticité, et la gaine s'est rigidifiée et elle a du mal à être pliée. Donc là, c'est quand même grave parce que la corde n'a plus d'élasticité, c'est quand même un problème, elle est là quand même pour amortir la chute. Et également, on peut avoir des dégradations à l'intérieur de la corde, c'est plutôt l'âme qui est touchée, et à ce moment-là, il est nécessaire de regarder en faisant des coudes, et quand la corde s'écrase complètement, ça veut dire qu'à l'intérieur de la gaine, l'âme a souffert. Voilà. On a une autre usure qui est assez classique sur les cordes, parce qu'elles sont élastiques, et les gaines sont pas tressées avec les lames, elles sont désolidarisées. Alors maintenant il y a d'autres cordes qui le font, mais la plupart du temps elles sont dissociées. Et on a ce qu'on appelle un effet chaussette, c'est-à-dire qu'on a une gaine qui est tirée et l'âme qui repart dans l'autre sens. Donc on a une chaussette qui peut prendre des proportions importantes en bout de corde, et c'est un problème parce qu'on demande aux élèves de s'encorder en bout de corde. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de couper la corde jusqu'à ce qu'on ait une liaison corde-âme, et on a perdu de la corde, on est obligé à nouveau de remarquer notre pays. Voilà, sa fiche signalétique au niveau du registre change, parce qu'effectivement sa longueur a changé, que je suis intervenu manuellement sur la corde. Tout à fait. Voilà, et on peut imaginer même avoir perdu 3 mètres de corde, ça ne compromet pas la vie de l'EPI, mais en revanche, dans le marquage, il n'aura pas la même longueur, il a toujours son identifiant. En revanche, la longueur s'est modifiée, donc je le signale sur la fiche. Et ça a des incidences, cette longueur de corde. On sait que sur la majorité des accidents d'escalade, il y a très souvent une erreur de choix de corde dès le départ, c'est-à-dire qu'au moment où l'élève redescend, ou se fait redescendre, la corde était trop courte. Donc ça, effectivement, des incidences extrêmement importantes. Tout à fait. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le matériel de l'université, la petite étiquette est doublée avec un marquage ici, un trait,
c'est quelque chose qu'on utilise en spéléologie et en canyon. Un trait correspond à 10 mètres. Donc même si l'extrémité part, j'ai toujours ce marquage, on limite les erreurs de longueur de corde. D'accord. Très bien. Ok. Alors, métallique. Alors le métallique, ce qui est important de regarder, c'est évidemment l'ouverture et la fermeture du mousqueton. Une ouverture qui est contrariée et une fermeture contrariée, c'est que le mousqueton a travaillé dans des conditions vrillées et on peut considérer que si ça ne referme pas, alors on peut avoir un mousqueton qui ne se referme pas parce qu'il y a de la poussière à l'intérieur et par un nettoyage, on peut retrouver l'élasticité normale du ressort, mais si au-delà du nettoyage, on a un doigt qui est récalcitrant, on peut considérer que le mousqueton va au rebut. Hein. On a également à surveiller sur les mousquetons l'usure dans les coudes. Hein. Les endroits de frottement. Les zones de frottement, voilà. Et alors, en usage intensif, en particulier avec les systèmes d'assurage de type tube, on a quand même une corde qui en permanence frotte non seulement sur le système frein, mais également dans le coude. Donc on a une perte de matière, pas de choc, mais on a une perte de matière à l'intérieur du coude et on peut considérer que quand on a perdu, ici sur un mousqueton de ce type-là, 2 à 3 mm de matière, il est temps d'en changer. D'accord. Les dégaines. Oui. Alors les dégaines, on avait vu qu'une dégaine c'était 2 mousquetons, 2 connecteurs si on se fait référence à la norme, plus la sangle. La première chose à regarder visuellement, c'est l'état de la sangle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui peut subir sur des arêtes, des frottements. Donc on regarde l'état de cette sangle et dans des conditions inappropriées, on peut avoir en particulier en bas, sur le bas de la dégaine, une corde qui est venue frotter sur un anneau qui n'est plus mobile puisqu'il est immobilisé. Donc on peut avoir carrément de la corde qui a découpé ici, donc c'est ça qu'il faut regarder prioritairement. Et ensuite on regarde des mousquetons qui doivent s'ouvrir et se fermer. Hein. Sur les mousquetons, dans un usage courant, on va avoir une usure plus prononcée sur les mousquetons du bas que les mousquetons du haut. Pour un usage en falaise, sur certains points d'ancrage, on a aussi des usures ici, mais c'est plus rare. C'est plutôt l'usure en bas dans ce coude du mousqueton du bas de la dégaine. Alors peut-être pour rassurer ceux qui nous écoutent, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'activité pour faire ce travail de contrôle. J'ai envie de dire, c'est un principe un peu de bon sens, hein, des transformations très visibles, des modifications de structure, des déchirures sont des éléments annonciateurs qui suppose qu'effectivement on prête une attention vigilante et en cas de doute, j'ai envie de dire, on peut tout à fait aller voir le vendeur pour lui poser la question, hein, si on veut effectivement lever le doute. Mais c'est pas une question de spécialiste escalade, c'est un principe de bon sens comme on peut vérifier n'importe quel type de matériel confié aux élèves. Je crois que c'est clair. Tout à fait. Voilà. Et les élèves d'ailleurs peuvent le repérer par eux-mêmes. Oui, un mousqueton qui ne ferme pas, l'élève peut vous le dire, le signaler. Donc il faut bien aussi dire que concernant ces méthodes tactiles et visuelles, beaucoup de constructeurs ont mis en place des clips parfaitement bien faits qu'on n'a pas voulu, je dirais, reproduire, mais qui montrent bien effectivement comment on peut contrôler visuellement ou tactilement une corde. Hein, on n'a pas voulu aller, mais il suffit d'aller effectivement sur Internet et ça sera relativement facile. Je crois qu'il y avait, pour conclure, des dernières questions. Oui, le casque. Oui, il ne faut pas oublier, le casque, en fait, c'est très simple. Hein. Dès lors que la coque a subi un choc important et est légèrement fissurée, c'est du rebut. On va regarder à l'intérieur, en particulier les mousses d'ajustement qui sont assez légères, donc elles peuvent subir des dégradations qui fait que le casque ne peut plus être porté dans de bonnes conditions. C'est rare sur ces modèles, mais ça peut arriver. Et l'état de la jugulaire qui fixe le baudrier sur la tête, tout simplement. Hein. Donc il faut avoir un système qui ferme de façon fiable. D'accord. Ensuite, il y a quand même la notion de durée de vie. Hein, parce que je peux très bien me retrouver effectivement avec une corde qui a un aspect, et c'est le cas dans pas mal d'établissements, avec une corde qui a un aspect correct, un baudrier également. Tout à fait. Mais quel est le délai pour savoir si je continue de l'utiliser ou pas? Est-ce que je peux continuer de l'utiliser ad vitam aeternam ou... Alors, ta question, Pierre, est pertinente parce qu'en fait, on a souvent évoqué cette notice qui est un élément de référence. Chaque constructeur précise les conditions de stockage, elles sont universelles à tous les EPI, hein, à local, protégé de la lumière, non humide, mais sur la durée de vie du matériel, c'est le constructeur qui précise. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant actuellement sur le marché? On a pour le textile à peu près 10 ans de durée de vie. Hein, c'est relativement uniforme selon les constructeurs, sauf
pour la sangle de Dynéma, cette sangle très fine, qui a une durée de vie plus limitée, 3 ans. Bien. Et ça, on n'en veut pas chez nous. Et on n'en veut pas. Donc la question se pose pas. Voilà. Sur le matériel métallique, on a, selon les constructeurs, de grandes divergences. On a des durées de vie qui vont de 5 ans jusqu'à durée de vie limitée. Donc actuellement, le matériel étranger, le matériel américain par exemple, qui ne subit pas la législation de cette norme AFNOR, propose des durées de vie aux alentours de 10 ans. Chez les constructeurs français et certains constructeurs italiens, on a des durées de vie qui sont illimitées sur le métallique. Donc si je comprends bien, moi qui veux m'équiper de nouveaux matériels, j'ai plutôt intérêt à aller consulter la notice soit en ligne, soit demander chez le vendeur à accéder à la notice. Tout à fait. Pour faire le choix du matériel qui va me durer le maximum de temps, du moins qui va avoir sa durée de vie maximale. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle cette norme AFNOR vient interroger notre façon de consommer les EPI et les façons de les renouveler. Moi, pour ce qui concerne le matériel d'université, dans le métallique, j'ai que du matériel à durée de vie limitée maintenant. Alors on ne se trompe pas, hein, Jérôme Louvet, vous nous rassurez par rapport à ça. La durée de vie limitée n'est pas à, je dirais, confondre avec une durée de vie réelle où effectivement, par le fait que l'utilisation intensive du matériel, je peux être amené au bout d'un an, si j'utilise mal mon EPI, à mettre au rebut le matériel. Hein, on est bien d'accord. Il faut bien différencier la durée de vie préconisée par le fabricant dans des conditions de stockage normales. S'il y a un usage très faiblement intensif, la durée de vie effective du matériel, c'est jusqu'au moment où il est trop usé pour être utilisé. Donc on peut avoir une dégaine à durée de vie limitée qui est changée au bout de 6 mois. On est bien d'accord. En revanche, la durée de vie limitée, dès lors qu'on va évoquer la gestion des EPI, devient extrêmement intéressante parce que quand un matériel est défectueux, cette dégaine qui a une durée de vie limitée, enfin les connecteurs, si elle est défectueuse, je la retire, je peux la remplacer par un matériel analogue et je ne remets pas en cause la gestion de mon lot. D'accord. Ce qui est très pratique. D'accord. Donc si on peut donner un conseil aux enseignants EPS qui renouvellent en partie ou parfois totalement leur stock, c'est de s'engager sur des produits à durée de vie illimitée au maximum. Il y a peut-être un petit... Est-ce qu'on n'a pas parlé du moment du contrôle peut-être? Non, c'est ça? C'est ce que je voulais demander. Le contrôle a lieu quand? Alors la fréquence du contrôle, c'est une question importante. On sait maintenant comment contrôler, on sait comment renseigner les éléments de ce contrôle, à quel moment on le fait. On peut considérer qu'il y a 2 types de contrôle. Le contrôle de routine dans l'usage courant du matériel, les EPI. Donc là, visuellement, on peut voir s'il y a une dégradation ou pas du matériel compte tenu de son usage. Et puis, il y a le contrôle annuel, qui n'est plus un contrôle de routine, où on va reprendre tous les EPI dans notre local à matériel, et on va les pointer individuellement pour savoir qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que font les enseignants quand ils procèdent chaque année, en fin d'année ou en début d'année, à un contrôle total de leur parc à matériel? On peut le faire à ce moment-là? Oui, tout à fait, oui. C'est souvent en fin d'année, une fois qu'on est assuré que le matériel ne sortira plus. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi décider de la mise au rebut définitive du matériel, qu'on va mettre de côté, et du coup de savoir ce qu'il va falloir réinvestir pour remplacer le matériel qui est endommagé. Donc contrôle annuel à ce moment-là, on peut dire en juin ou avant la rentrée scolaire. Oui. Moi j'invite à la rigueur à ce moment-là de faire un petit courriel de l'état des lieux du matériel que j'envoie donc au gestionnaire ou au chef d'établissement, comme ça acte d'une périodicité dans l'année, et puis les contrôles de routine qui s'opèrent, je dirais, à chaque leçon d'EPS, et qui veulent, enfin ces contrôles qui veulent qu'en bon père de famille, je puisse mettre à disposition des élèves du matériel qui a été éprouvé, comme si je le confiais à mes propres enfants. Tout à fait. Quand on prend sa voiture, on vérifie que la voiture est en état de marche. Je dirais que pour les EPI, c'est exactement la même problématique. Alors il y a un troisième contrôle, le contrôle sur événements exceptionnels. Oui, alors il se trouve qu'on a parlé en introduction de ces EPI de classe 3 qui viennent enrayer des chutes potentielles dans le milieu de la verticalité, pas seulement en escalade. Il se trouve qu'il peut y avoir des accidents, des événements très particuliers qui nécessitent une vigilance également particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a en escalade? On peut avoir des coupures sur la corde,
parce qu'il y a eu des frottements, la corde a été mal placée, elle a subi sur la SAE, voilà, sur une arête très vive. Ouais, brûlure de cigarette en extérieur. Voilà, des élèves qui l'ont volontairement dégradé. Mais on peut penser aussi, dans l'usage du matériel, à des facteurs de chute qui sont forts. Alors ça va être très très rare, mais des facteurs de chute qui sont élevés, ça peut aller jusqu'à 2 en escalade. Du coup, les forces de choc vont être fortes sur le matériel, et là, la corde va subir, et les autres éléments de la chaîne d'assurage peuvent avoir des dégradations qui nécessitent cette vigilance particulière. Donc d'où la nécessité au sein d'une équipe, et donc de ne pas prêter son matériel à l'extérieur, au sein de l'équipe, de bien communiquer. Si on a un doute sur un événement exceptionnel qui a pu arriver à un de nos pays, ne pas hésiter à en parler au référent et de le consigner dans le matériel pour vraiment être sûr qu'on n'aura pas de problème, ou retirer ce matériel si effectivement il y a nécessité de le mettre au rebut.